Et si nous repensions notre rapport au tourisme? Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, hôtelier atypique de métier, avec une expérience internationale de direction d'hôtel, mais pas que. Je vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, pour construire le tourisme de demain, maintenant, avec des acteurs engagés. Je vous invite à faire une pause dans un endroit confortable et vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, nous rencontrons Antoinette Martin-Lys, directrice du campus ISEG à Lyon, qui nous partage son expérience d'accompagnement des étudiants dans la construction de leur chemin de vie. Bonjour Antoinette, merci beaucoup de prendre le temps de m'accueillir et d'avoir répondu présente à mon invitation. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Et toi, du coup, François, ça va bien? Moi, ça va bien. Ce début d'année commence très bien. Je rencontre des personnes très enrichissantes, dont tu en fais partie, qui ont la pêche, quoi. Oui. Qui, malgré la situation actuelle, bougent, sont actifs et ont des idées et ont envie de bouger et d'avancer. Donc, c'est super, c'est super. Merci en tout cas pour ton invitation. Merci. En parlant de bouger, toi, tu viens de bouger. Tu as été pendant 9 ans directrice de l'EFT, École supérieure de tourisme à Lyon. Tout Hein ? à fait. Et aujourd'hui, tu es directrice du campus ISEG. Alors, c'est quoi l'ISEG ? Oui. Alors, l'ICEN, c'est une école de marketing, de communication et digital, donc une école qui appartient au groupe Ionis Education Group et une école qui est vraiment focus sur les métiers du marketing, de la communication et du digital et qui permettent finalement de couvrir toutes les compétences pour accéder à ces métiers qui sont en pleine mutation également, ces métiers du web marketing, ces métiers de la communication online, ces métiers du digital, de l'optimisation, et tout ça en essayant bien évidemment de donner finalement aussi du sens et de faire comprendre à nos étudiants l'intérêt de ces métiers maintenant, mais aussi pour construire l'avenir. Alors, pendant longtemps, tu as été dans le tourisme et en réalité, ce changement, c'est une extension plus ou moins du bras touristique vers des technologies et des besoins qui sont importants aujourd'hui par rapport à l'évolution du secteur touristique, non ? Complètement, complètement. C'est vrai qu'après une dizaine d'années dans le secteur du tourisme, à travers des formations spécialisées en tourisme, j'ai vraiment un secteur sur lequel je me suis vraiment éclatée, qui a vraiment été un gros coup de cœur, ce secteur du tourisme. J'ai aussi mesuré l'importance que pouvaient avoir finalement ces fonctions de marketing, de com et de digital au sein des entreprises touristiques. C'est un peu une évidence, mais aujourd'hui, quand on dit tourisme ou en tout cas pérennité, développement des activités touristiques, il y a toujours cette question du faire savoir. Il y a toujours cette question de comment mettre en avant, comment rendre accessible soit une information, soit le développement d'un produit, soit une nouvelle pratique, etc. Et donc, ces réflexions sur les enjeux et la place de la fonction marketing, com et digital au sein des organisations touristiques, elle a toujours été centrale dans les programmes de l'IFT que je gérais précédemment. Et bien entendu, en rejoignant l'ISEG, je suis complètement baignée dedans, puisque aujourd'hui, finalement, la responsabilité, et je parle bien volontairement du mot responsabilité, la responsabilité du marketeur, la responsabilité du communicant, elle est absolument majeure au sein des organisations, que ce soit des organisations du coup touristique ou des organisations autres, puisque c'est à travers finalement les choix, les prises de parole qu'une entreprise va pouvoir rendre accessible son parti pris finalement et sa raison d'être finalement vis-à-vis de ses différentes cibles. Donc la responsabilité, l'engagement des fonctions et des métiers marketing, communication dans une ère digitale, dans cette ère digitale est extrêmement essentiel pour moi. D'où voilà
mon choix de rejoindre une école spécialisée sur ces domaines pour venir justement aider cette jeune génération, contribuer tout simplement à mon petit niveau, cette génération à être des marketeurs, on va dire, engagés et impliqués au sein des organisations qui vont venir servir. Alors, tu parles de ces jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes, ça fait 1 an, comme nous tous, qui vivons cette crise sanitaire. Dans quel état d'esprit ils sont? Alors, je vais pas répéter ce que disent les médias, mais en même temps, je voudrais quand même positiver. Tu m'as présenté gentiment un petit peu comme ça au départ, et je vais essayer de pas te contredire et pas me contredire moi-même. Donc, bien évidemment, le moment est inédit, le moment est sensible, le moment est parfois douloureux. Mais j'évoquais encore ça tout à l'heure avec des étudiants. Euh, on peut aussi voir des opportunités, on peut aussi tenter, je dis bien tenter, je dis pas que c'est facile, tenter d'essayer de profiter de ce qu'on a déjà, de ce que l'on peut utiliser, des parties prenantes avec lesquelles on peut déjà échanger. Donc, quand on est dans une école comme celle que j'ai le plaisir de diriger, nos étudiants ont cours, donc online certes, donc ça manque peut-être un peu de chaleur, ça manque de douceur, ça manque peut-être d'embarquement, mais il n'empêche que le lien est là. Et je crois que c'est ce qui est quand même fondamental. On parle des étudiants, mais moi j'aime bien toujours rajouter aussi les intervenants. Les intervenants, ce sont des gens qui ont besoin de vivre à travers la relation qu'ils mettent en place avec leurs étudiants. Donc ça aussi, ça leur manque. Mais comme on le disait tout à l'heure, on a aussi cette chance de pouvoir quand même continuer à avoir ce lien, de construire et d'avoir des projets. C'est pas parce que les projets à court terme sont modifiés qu'on ne peut pas pour autant se transposer davantage à moyen terme et à plus long terme. Je veux dire, se transposer, se visualiser à 1 an quand on a 20 ans. C'est pas un exercice facile, mais en même temps, c'est un exercice qui est complètement possible, ce qui n'est pas forcément le cas des personnes voilà, plus âgées. Donc, en tout cas, je les trouve effectivement sensibles, je les trouve un peu plus ternes que d'habitude, mais en tout cas, moi, je mets tout en œuvre pour essayer de leur montrer qu'on peut peut-être voir les choses quand même avec des solutions et avec de la construction. Et eux, ils font partie souvent de la solution en tentant de voir les choses avec une perspective. Voilà. Donc, et en même temps, on sait tous que c'est riche d'enseignements, plusieurs égards, on va dire ce qui nous arrive à tous mondialement aujourd'hui. Donc, ça nous invite aussi à réfléchir voilà, sur tout un tas de choses. Et c'est peut-être aussi une opportunité pour eux d'être là, sur cette tranche d'âge-là, à pouvoir réfléchir à son futur en intégrant des nouveaux critères. Voilà. Tout à fait. Je pense que je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment des remises en question importantes. Il y a vraiment des gros défis à relever, mais il y a aussi de très belles opportunités. Et c'est comment les identifier. Et je crois que le digital marketing peut justement participer. Si on revient un peu à ton expérience avant où tu étais plutôt axé dans le tourisme, moi, un sujet qui me tient à cœur, c'est le tourisme durable et le tourisme de demain, comment on peut le construire. Euh, Toi, ton point de vue, c'est quoi par rapport à ça? À mon point de vue, c'est vraiment un regard de terrain et un regard d'expérience. Tu le citais tout à l'heure, ça fait 9 ans, une dizaine d'années que j'évoluais dans le secteur du tourisme. Et, et je te dirais que tout au départ, c'était pas vraiment un sujet. Enfin, ce sujet du durable, ce sujet de la responsabilité environnementale, ce sujet du climat, enfin tous les sujets qui tournent de la durabilité et responsabilité, c'était pas vraiment des sujets, c'était des sujets techniques éventuellement. Je veux dire, c'était pas des sujets inconnus, hein, attention, hein, je suis pas en train de dire que, mais c'était des sujets qu'on mettait dans la catégorie un petit peu technique. À l'IFT, moi, j'ai souhaité très rapidement intégrer ces notions de tourisme durable. Donc, je crois que les premiers cours, les premiers séminaires, premiers cours que j'ai souhaité intégrer, c'était en 2014. Et à l'époque, c'était pas dans la tendance. Hein. Enfin, c'était encore une fois des sujets techniques. Donc, très tôt, j'ai décidé d'intégrer ces questionnements parce que, par contre, c'était déjà identifié
comme un sujet que je vais dire méga-trend, c'est-à-dire un sujet de préoccupation à venir. Donc, quand on allait à certaines conférences ou que quand on discutait avec certains experts, on touchait rapidement du doigt cette question, bien évidemment, de la problématique environnementale et autres. Mais dans la catégorie étudiante, je veux dire, on ne me posait pas la question lors d'une présentation de l'IUFT, on ne me demandait pas est-ce que vous faites des modules de tourisme responsable, de tourisme durable. C'était très peu. Je ne veux pas dire pas, parce que non, il y a des gens qui étaient très tôt sensibles à ça, mais très peu. En 2020, je veux dire, globalement, 2 étudiants sur 3 vont exprimer très rapidement et très clairement leur souhait soit de se spécialiser dans ce domaine, tourisme durable, soit demander s'il y a des interventions, des cours, etc., qui traitent de ce sujet, soit poser des questions au cours de leur cursus qui montrent très clairement que ce sont des éléments de préoccupation pour eux. Donc, moi, mon humble regard d'une dizaine d'années, je dirais qu'il y a 10 ans, sujet technique, un peu happy few, un peu voilà, conférence, un peu expert, etc. 2020, un critère très clair, très net, exprimé de la part des étudiants. Et là, je vais même élargir, puisque j'ai la chance d'être, voilà, de côtoyer des étudiants de différents horizons avec des différentes spécialités. Et je constate avec joie que ça ne concerne pas que les étudiants d'un secteur, mais que des étudiants dans l'ingénierie. Je connais des étudiants qui sont cursus ingénieurs, grandes écoles, écoles de commerce, écoles, je veux dire, spécifiques comme effectivement l'ISEG, sont sensibilisés, sont sensibles, pas sensibilisés, sont sensibles de plus en plus à ces sujets, voire préoccupés. Après, je constate un engagement un engagement personnel qui est très variable. C'est un autre sujet, en fait, la préoccupation et l'engagement personnel. Alors, est-ce que tu penses que c'est dû à justement qu'il n'y a peut-être pas aussi les métiers en face qui permettent de pouvoir réaliser cette prise de conscience et que c'est peut-être en transformation aujourd'hui? Parce que si on revient par exemple sur l'école que tu diriges maintenant, le marketing, la communication digitale, pour les acteurs du tourisme durable ou pour tout acteur économique qui veut s'engager justement dans la RSE, dans la pérennité de son entreprise en prenant en compte les enjeux environnementaux et sociétaux de son territoire, justement là il y a peut-être une opportunité de développer des métiers où ben voilà, je suis pas seulement communication marketing digital, mais en plus j'ai une connaissance sur les enjeux RSE environnementaux et que j'ai la capacité de pouvoir mettre ça en avant pour une entreprise X. Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a une marge de progression évidente dans ce domaine. Ensuite, encore une fois, c'est pour ça que je parlais de responsabilité en parlant des marketeurs, des communicants. C'est qu'aujourd'hui, de toute façon, pour bien accompagner une marque, pour bien accompagner le développement et le rayonnement d'une entreprise, ces valeurs, elles doivent s'exprimer vis-à-vis des différentes parties prenantes. Et aujourd'hui, dans le rôle d'un marketeur et d'un communicant, ça va dans les deux sens. Il doit être aussi capable d'informer, de sensibiliser, on va dire, le dirigeant des attentes, de l'évolution des attentes des consommateurs, des utilisateurs, etc., d'un produit ou d'un service. Dans le sens où je suis d'accord avec toi, nous, dans nos formations, on cherche à ce que les valeurs de l'entreprise s'expriment au mieux à l'extérieur, voire à l'intérieur de l'entreprise, via la marketing et la communication. Les éléments qui aujourd'hui font la différence, ou en tout cas qui ont une importance pour les consommateurs, les utilisateurs, etc., dans ces éléments, la partie responsabilité sociale, responsabilité écologique, etc., environnementale, climatique, enfin, tous ces mots et toutes ces activités, ces actions réelles font partie des choix des consommateurs. Et quelles que soient les tranches d'âge. Mais bien évidemment, sur les plus jeunes, ça devient comme des fondamentaux aujourd'hui.
Donc, les jeunes générations sont quand même en attente. Alors, après, toujours un débat entre le discours et l'action des entreprises quand on parle marketing et communication. Mais on sait tous aujourd'hui que cette recherche d'authenticité, le consommateur va la vérifier lui-même. Un consommateur, il va aller vérifier qu'au-delà du discours, l'entreprise est bien dans l'action et dans les faits. C'est fini, je dirais, le temps où on avait la réclame, la pub, qui délivrait des messages que l'entreprise voulait bien nous délivrer, et en pensant que le consommateur de l'autre côté, je veux dire, il absorbait tout comme ça béatement et bêtement. Ça, on sait tous qu'aujourd'hui, c'est complètement tronqué, c'est complètement l'équilibre est réétabli par le consommateur qui va aller chercher lui-même si le discours exprimé par la marque est cohérent avec voilà, des faits bien précis, et c'est facile d'accéder à l'information, et je ne parle même pas des réseaux sociaux dans tout ça. Dis-moi, cette crise sanitaire, euh, elle a provoqué des prises de conscience justement chez le consommateur, mais aussi dans les entreprises, etc. Et j'ai l'impression qu'elle accélère le processus de transformation de notre société. Ce qui veut dire qu'elle accélère aussi le processus de transformation des métiers. Alors, en tant qu'école, aujourd'hui, comment on va pouvoir répondre à ça? Parce que peut-être que les métiers qu'on avait et qu'on pensait qu'ils allaient tenir d'ici les 5 prochaines années ou 10 prochaines années, aujourd'hui, les cartes ont été redistribuées et le processus a été accéléré. Comment peut-on répondre à ça? Moi, je pense qu'en ce qui concerne la transformation des métiers, effectivement, c'est toujours un enjeu pour les écoles. Nous, notre mission, c'est de préparer les professionnels de demain. Donc, de préparer et de transmettre les compétences qui seront nécessaires demain, tout en ayant un vécu d'aujourd'hui. Donc, effectivement, on fait des métiers aussi de prospective. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un coup d'avance sur les compétences ou les attentes de compétences à venir. C'est un petit peu le même principe qu'en marketing, finalement, hein, dans la démarche. On est obligé d'être absolument à flairer quelles sont ces attentes en compétences à venir. Alors, on est à l'écoute, les entreprises, bien évidemment, envoient des signaux faibles. Et comme tu dis, la crise sanitaire, aujourd'hui, elle est très claire sur les critères qui sont attendus de toute façon par les consommateurs. En fait, il n'y a rien de nouveau, mais tout est accéléré. Je suis exactement d'accord avec toi. Je veux dire, il n'y a pas tellement de choses nouvelles qui sont ressorties grâce ou à cause de cette crise, mais c'est un amplificateur énorme. Donc, la transparence, qui était déjà recherchée par les consommateurs, là, ça devient un enjeu majeur, puisque, à défaut de transparence, on tomberait plus vite dans ce que l'on nous cache, dans du complot, dans de la fake news, etc. Donc, l'entreprise doit être extrêmement vigilante sur la transparence, la véracité et la clarté des informations qu'elle doit communiquer. À défaut, elle pourrait très vite tomber, peut-être plus vite qu'avant, dans ce que je viens de dire précédemment. Donc, la nécessité pour les entreprises de savoir précisément ce qu'elles veulent exprimer et qu'il soit une réalité, je dirais, terrain, hein, des employés, des collaborateurs, des consommateurs, voilà, des influenceurs, etc. Et autre, pour moi, élément fort qui sera aussi dans les compétences, ou en tout cas d'aller détecter, d'être sensible à ça, donc pour moi, c'est vraiment lié avec les compétences, c'est ces notions d'influence. Comprendre le poids de l'influence. Aujourd'hui, l'influence a presque une connotation négative. Encore une fois, moi j'aime bien voir les choses positives. Bien sûr, ça peut avoir une connotation négative, on le voit malheureusement, mais ça peut avoir aussi un usage positif, l'influence. Hein. Moi je dis tout le temps, c'est quand même dommage que la loi des 80-20 s'applique tout le temps et que c'est ces 20% des gens qui ne sont pas satisfaits qui vont avoir plus finalement de voix que les 80% qui sont satisfaits, quels que soient les sujets, hein, quelles que soient les thématiques, les débats. Et donc l'influence, pour moi, peut être un outil positif pour tenter d'équilibrer ou d'inverser justement ce jeu des 80-20. Donc pour répondre et reformuler ta question, en termes de métiers à venir, je pense que c'est des métiers,
En fait, tous les métiers, ou beaucoup de métiers, en tout cas ceux du marketing com et digital, devront intégrer ces compétences d'aller saisir l'authenticité. Donc, c'est pas simple, hein, parce qu'au sein d'une entreprise, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça se perçoit tout au long de la filière, enfin de la transformation du produit, etc. Donc, c'est pas simple. La notion de transparence, c'est pas facile d'être transparent. Il y a des choses qu'on aimerait bien un peu cacher, comment on le cache, etc. Et cette notion, effectivement, aussi de rayonnement et d'influence qui est, à mon avis, essentiel. Donc, ce n'est pas des compétences techniques que je suis en train d'évoquer là avec toi, parce que pour moi, après, elles sont évidentes, donc je ne vais pas les citer ici. Mais comme dans tout domaine d'activité, il faut maîtriser les techniques de base de son métier. Mais ça, on va dire que normalement, tout le monde sait le faire. Donc, dans les écoles, maintenant, on doit aussi apprendre pas simplement les techniques de métier, mais aussi les techniques de relations humaines. Quand je parle de ça, c'est-à-dire comment on travaille ensemble. On se rend compte que le nombre de crises entre chaque crise, le temps entre chaque crise est de plus en plus court. Et donc, par exemple, on a besoin d'avoir des compétences de résilience. Et, et est-ce que ça, c'est des domaines, l'intelligence collective aussi, pour répondre à une situation de crise, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit celle-ci ou une autre court terme, un feu ou quoi que ce soit, euh, il y a ce besoin d'intelligence collective, de lâcher prise, de gouvernance. Est-ce que c'est des sujets que vous abordez et vous les abordez de quelle manière? Oui, c'est des sujets qui sont abordés dans les thématiques de soft skills. Alors, euh, l'école que je dirige actuellement est très orientée projet. Et je trouve ça très, très intéressant puisque tout ce que tu viens de dire là, une grosse partie des enseignements est basée voilà, sur un mode projet, avec des projets de taille, d'enjeux complètement variés. Et donc, pendant tout le cursus, finalement, les étudiants ont à exprimer, ont à faire preuve d'intelligence collective régulièrement, puisque l'ensemble des restitutions sont basées finalement sont le fruit finalement d'une collaboration dont on parle tant. Et je pense que pour être apte à travailler en collaboratif dans sa future vie professionnelle, il faut déjà l'exprimer ou le vivre sur son terrain étudiant. Donc ça, c'est un prérequis, puisque effectivement, je pense que ça se décrète pas et que c'est pas facile de travailler en collectif. C'est pas facile d'aligner les égos, si je puis dire, puisqu'on a tous le droit aussi d'avoir des égos finalement de formes différentes et de modes d'expression différents. Et là, il s'agit en plus de ne pas niveler ou de ne pas être dans l'homogénéité pour autant, mais que chacun puisse quand même exprimer, on va dire, son talent, son petit supplément d'âme. C'est ça que ça veut dire l'intelligence collective. Et c'est vrai que quand on baigne les étudiants pendant finalement de nombreuses années, puisque là c'est le cas, dans ce mode projet où on fait foisonner les idées et où la responsabilité, entre guillemets, elle est co-construite, je pense on touche du doigt finalement cette transmission de comment est-ce qu'on peut apprendre à travailler en groupe, enfin en groupe, hein, ensemble, comment est-ce qu'on peut collaborer, co-construire, co-décider également, puisque on sait aussi que voilà, les modes de management, cette crise va aussi accélérer le mode de management. On l'a vu avec le télétravail, hein, ça vient ramasser complètement les organigrammes, ça vient chahuter complètement ceux qui avaient encore de vieilles habitudes et le besoin de contrôle, qui avaient encore besoin de dispatcher des tâches et de pouvoir suivre quasiment heure par heure l'activité de leurs collaborateurs. Donc, le fait que nous, les étudiants, puissent les faire travailler sur ces modes collaboratifs, ça veut dire beaucoup de choses. Et puis la résilience, c'est peut-être aussi en lien avec la maturité. Et là, je ne saurais pas te répondre parce que la résilience, pour moi, il y a une notion quand même de prise de recul de la vie. Je ne pense pas non plus que l'enseignement, l'école et que moi, par exemple, directrice de l'ISEG, j'ai cette capacité à peut-être former ou accompagner à la résilience. Je ne suis pas sûre de ça. Je pense qu'il y a des thématiques extrêmement
psychologiques qui revêtent vraiment d'un développement personnel profond et qui sont peut-être aussi liées aux expériences de vie et donc à l'âge. Et la résilience est un concept pour moi très intéressant, mais peut-être en lien avec une certaine forme de maturité. Donc, je ne veux pas dire que les étudiants ne sont pas matures, mais heureusement pour eux, ils n'ont pas forcément toujours accumulé. Voilà, il faut avoir soldé des dossiers, il faut un petit peu avoir eu des difficultés en face de situations, en face de personnes, il faut avoir peut-être un peu aussi malheureusement souffert, il faut pour toucher peut-être la résilience du doigt. D'abord, je pense que mon métier, moi, c'est déjà qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils entreprennent, qu'ils aient de l'enthousiasme et de l'élan et de les amener plutôt à rêver avant qu'ils soient résilients après, plutôt. Cette dernière année qu'on a vécue, qui est complètement atypique et qu'on n'aurait jamais pensé vivre, quels sont les grands apprentissages pour toi? Alors, au niveau perso, je dirais que je pensais que j'étais une personne, un animal social XXL et que je ne pouvais que exister, que entourée de plein de projets, plein de gens, plein de choses qui bougeaient tout le temps, toute la journée. Et en fait, j'ai adoré cette première. Alors, on est d'accord, je mets entre parenthèses la sévérité et la tristesse de la situation, mais j'ai finalement adoré me retrouver dans une forme de bulle, surtout pendant le premier confinement. J'avoue que voilà, moi, maman, j'ai toujours beaucoup été impliquée dans mes jobs, donc j'ai eu des enfants, mais j'espère m'être toujours bien occupée d'eux, mais je veux dire avec un temps de présence somme toute relatif. Donc là, le fait d'être contrainte et puis après de prendre plaisir à se dire on vit dans une bulle tous ensemble, même si effectivement on avait nos activités soit scolaires, soit professionnelles très denses, mais voilà, ce côté cocon un peu introspectif finalement d'une certaine manière m'a beaucoup plu. Donc moi ça c'est un peu une découverte. Je pensais que j'allais m'ennuyer pour tout te dire et je me suis pas ennuyée parce que d'une part j'ai pas mal bossé, mais je me suis pas ennuyée parce que c'était un temps différent. Le temps aux choses était différent. Une journée ne se décomposait pas de la même manière qu'en temps entre guillemets, je sais pas si on peut dire normal de nos jours, mais enfin en temps habituel d'avant. Et ça, j'ai aimé. Euh, Quelles sont mes autres belles découvertes, c'est que mon propos un peu d'introduction, c'est que je ne croyais pas du tout, mais pas du tout, hein, au virtuel, aux Teams, au Zoom, j'étais une anti, c'est un peu aussi en lien avec ce que je viens de dire, et je me suis rendu compte que quand même on avait beaucoup de chance de pouvoir utiliser ce type d'outils numériques. Alors après, moi je suis pas du tout dans le numérique bashing, mais c'est vrai que là j'étais très dans oui le lien humain, il faut qu'il soit présentiel, etc. Je le pense toujours, mais je pense que ce lien complémentaire qu'on peut avoir grâce voilà à ce qu'on est en train de vivre déjà tous les deux aujourd'hui, c'est juste extraordinaire et que je veux dire sinon on serait mort et beaucoup d'organisations seraient vraiment mal en point. Et ça, je trouve ça, c'est une belle découverte. Voilà, c'est une belle découverte qui je trouve, ouvre le champ des possibles sur, voilà, sur plein d'idées, soit de job, soit justement d'activités professionnelles. Ça ouvre d'autres pans, ça ouvre d'autres champs et je trouve ça vraiment sympa. Et puis ce que ça m'a appris, mais ça m'a pas appris, ça m'a conforté. Le côté tout est relatif. Voilà, tout est relatif. Voilà, et ça, voilà, on savait, mais je le savais, mais je pense qu'on peut dire qu'on l'aura tous vécu. Donc, et c'est intéressant, je trouve. Antoinette, j'aime bien finir mon entretien avec une question que je pose à mes invités. Qu'est-ce qui te donne la banane le matin quand tu vas bosser? Alors, moi, qu'est-ce qui me donne le matin la banane? Alors, pendant 5 minutes, j'ai pas trop la banane, hein, 5-10 minutes, voilà. Il faut que vraiment j'ai mis le pied à terre. Tous les matins, j'ai tendance à me dire, mais c'est quoi ce concept, en fait, du matin où on est obligé vraiment de se lever, etc. Bon, ça dure entre 3 et 4 minutes. Et une fois que ça s'est passé, en fait, je refais le screening dans ma tête en général, des chouettes personnes que je vais rencontrer dans la journée.
Donc soit parce que c'est les équipes qu'on a plaisir à rejoindre, et j'ai de la chance, plaisir à retrouver les équipes, même celles que je viens de découvrir le matin, donc ça c'est chouette. Ou les chouettes personnes que j'ai prévu de rencontrer dans le cadre de nouvelles idées à mettre en place, de nouveaux projets, des nouveaux intervenants, des nouveaux partenaires. Ce matin, je savais que j'allais discuter avec toi, donc tu vois, rien que ça, c'était sympa comme expérience à vivre. Donc chaque jour, j'ai une, deux chouettes découvertes à faire et des gens sympathiques à rencontrer. Et puis mon métier, c'est d'accompagner des étudiants à construire leur vie, parce que quand on est dans l'enseignement supérieur comme ça, on est à un moment charnière de la vie des étudiants et on les aide à se construire professionnellement parlant, mais indirectement, on les aide à se construire tout court, puisque voilà. Et donc moi, c'est ça mon métier au quotidien. Donc ça ne peut que me donner envie de me lever le matin, tu vois. Tu les aimes, tes étudiants, hein? Ah ouais, j'aime bien mes étudiants. Ouais. Hein? Je t'ai vu interagir plusieurs fois avec eux. On sent vraiment beaucoup d'amour et ça, c'est très touchant. C'est très touchant. C'est très joli aussi à voir. C'est très beau à voir. Bravo. Merci. Antoinette, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast expérientiel. Je te souhaite plein de bonnes choses dans cette nouvelle aventure. Je sais que tu vas apporter ton énergie et une énergie très positive et que ça va faire beaucoup de bien à ces jeunes qui en ont besoin en ce moment. Merci beaucoup. Merci à toi, François, et longue vie à Expérientiel. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expériences. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.